Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 63e épisode de Dans les Gradins. Où l'épisode? J'en ai pas. Toujours pas. Non. Dadonov? Oh. Marchand? Mais on n'aime pas Marchand. Marchand. Non. Mais on n'aime pas Marchand, Phil. On l'aime pas, Marchand. Je peux pas t'aider. On va en revenir sur Marchand, justement. Parce que, écoute, côté Dans les Gradins aujourd'hui, bien sûr, on va parler d'LNH, l'ouverture des agents libres de cette saison d'agents libres, d'ailleurs. On va parler de nos meilleurs moments, nos moments forts jusqu'à présent, de ce qui s'est passé. Beaucoup de choses à venir, d'ailleurs. J'ai entendu des rumeurs. Les Penguins de Pittsburgh feront quelque chose dans les prochaines minutes, peut-être les prochains jours. Il y a des choses qui se trament pour sûr, dont pour Erik Karlsson, chose que j'aimerais tellement pour vous. Côté tennis, bien sûr, on doit parler de Wimbledon. La saison des surprises, apparemment, du côté de Wimbledon, ces temps-ci, on en jase. Côté Formule 1, c'est bien sûr le Grand Prix de Silverstone, iconique comme Grand Prix. Bien sûr aussi notre repêchage du mois pour notre petit pool de Formule 1. Finalement, à notre segment sporadique, on vous parle d'un sport d'hiver et bien sûr nos 3 étoiles de la semaine. Mais pour débuter ce 63e épisode de Dans les Gradins, Phil, on va parler de nos meilleurs moments, nos 3 meilleurs moments de cette justement situation des agents libres qui s'est passée jusqu'à présent dans la LNH. Il y en a eu beaucoup, mais selon toi, quels ont été les 3 moments marquants jusqu'à présent? Je te donne le troisième et toi tu fais le Avec tien. grand plaisir. Okay, avec grand plaisir. Je suis pas allé nécessairement. Je sais pas à quel point j'ai dévié de la thématique, là, mais je suis plus allé dans des choses que je voyais comme des histoires, des storylines peut-être. Et de même. Ou des deals qui sont peut-être un peu sous-estimés, qui sont un peu dans l'ombre, mais qui pour moi peuvent être des bons coups. J'ai bien hâte d'entendre. Donc, je commence ça très tranquille, très doux, avec une signature qui est assez... Bon, écoute, c'est quand même très mineur là, comme deal. Mais je voulais glisser ça dans mon top 3 parce qu'il y en a beaucoup de ces petits deals-là de 1 an, 1 million. Oui. Je me suis dit, je peux en mettre au moins un. Non, moi, je suis allé avec Arthur Kaliev, Mathieu. OK, le grand retour du Russe. Arthur Kaliev à Ottawa. Écoute, quand même juste 24 ans, Arthur Kaliev, tout jeune. Puis on l'a essayé l'année passée avec les Rangers. Ça a plus ou moins marché. Il avait connu des bons moments quand même, je dirais, à Los Angeles. Il avait marqué quand même autour de 15 buts là, pendant 2 saisons consécutives. Puis pour moi, c'est un gars qui peut apporter peut-être cette profondeur-là au niveau des buts à Ottawa. Ça peut être un marqueur de troisième trio peut-être pour cette équipe-là. Et je pense qu'ils en ont besoin. Les Sénateurs sont à cette ère-là, ils sont un peu dans cette fenêtre-là où ils commencent à être compétitifs, commencent à se retrouver en série avec peut-être des aspirations. Okay. Mais écoute, cette année, on fait face aux Maple Leafs. Ils ont quand même donné 6 matchs là, aux Leafs dans cette série-là. Puis je pense qu'avec un peu plus justement de punch offensif, peut-être dans le 3e, justement 4e trio, peut-être qu'ils auraient pu encore... pousser un peu plus loin. Je pense que c'est une option, c'est une possibilité. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, mais ça reste que tu payes juste 775 000 même pas 1 million. C'est même pas 1 million. Fait que je me dis, regarde, pire des scénarios, ça va pas fonctionner. Mais pour moi, ça reste parmi ces deals-là, les petits deals autour du plancher là, salarial. Ça en est un des bons. OK. Ouais. J'ai été plus vers le côté équipe que joueur en tant que tel, moi. Premièrement, j'aimerais donner une mention honorable aux Leafs. On n'en parle pas assez, mais Tavares à 4,38 pour 4 ans, c'est incroyable comme contrat. On se débarrasse de l'énorme 13-14 millions qu'aurait eu Marner pour aller chercher d'autres joueurs, dont re-signer Matty Nyes, qui d'ailleurs a un très bon contrat de son côté aussi. Et là, on parle d'échanger Morgan Riley. Juste l'approche de les Leafs, de genre tout vouloir bomber l'équipe, j'aime et j'apprécie ça, et donc ils auront une mention honorable, mais pas plus, parce que c'est les Leafs. 3e sur ma liste, c'est les Panthers de la Floride, parce qu'ils ont réussi à ramener tout ce monde-là, et tu te dis, OK. Là, tu sais, t'as re-signé, t'as été Bennett son 8x8. T'as Marchand qui a son 6x5.25, que t'as été recherché. Chose, un des pires contrats que j'ai jamais vu, quand même, parce qu'il va avoir 3 ans où il jouera juste pas. Il va avoir 43 ans à la fin de son contrat. On est d'accord que c'est de l'argent gaspillé.
Mais c'est pour gagner encore 2-3 fois, ce qui est fou juste à y penser. Puis ils ont, pour une raison ou une autre, là, ils ont eu avec Blad à 6.15, 6. Juste 6. En tout cas, ça ce contrat-là, c'est absurde quand Gavrikov fait 7 millions. J'en revenais pas. Fair Harvey fait plus que lui aussi. Provorov fait 8.5, puis avec Blad fait 6. Ça me donne mal à la tête. Puis en plus de ça, tu vas chercher des gars comme Petrie, comme Tomas Nosek qui revient. Jack Studnicka aussi pour finir le quatrième trio. Et là, évidemment, faut que tu te débarrasses de quelqu'un. Beaucoup d'échos selon, ça serait Evan Rodriguez. Fit bien dans justement le contrat qu'il y a et le cap qui est au-dessus de suite du côté des Panthers. Mais juste l'idée qu'on a ramené ces 3 grosses pièces-là mérite au moins un spot. Evan Rodriguez aussi, c'est un joueur qui a voyagé beaucoup dans sa carrière. Fait que pour moi, ça semble un choix assez logique, mais comme ça me fait un peu mal pour lui parce que je pense que pour une des rares fois dans sa carrière, il y avait un bon fit. C'est un gars qui a toujours été un peu. C'est un bon joueur quand même. Il y a des skills quand même, Rodriguez, puis il peut apporter quelque chose à une équipe, mais toujours un peu à se dire s'il fait réellement partie de son. Il jouait sur un premier trio, Rodriguez. Ouais, c'est ça. C'est fou, ça. Fait que je pensais que pour lui, puis je pense qu'il l'a dit aussi en entrevue que en Floride, il se sentait à la maison, mais à un moment donné, tu peux juste pas garder tout le monde. Comme il faut que quelque part là, ça cède. Là. Donc, je pense que Rodriguez, ce sera malheureusement le choix. Mais c'est quelqu'un que j'aurais vraiment voulu garder si j'étais les Panthers. L'équipe qui va l'avoir va être chanceux pour 3.5 ou whatever, comment il fait. C'est une très bonne pièce. Ton deuxième? Pour mon deuxième, j'y vais avec J.J. Peterka, Mathieu. À Utah. 7.75. 7.7 millions quand même. Ça peut être cher, mais pour moi, c'est pas si pire. Je pense que de toute façon, tous les contrats sont à la hausse. On a pris ce gars-là quand même pour 5 ans. Et puis, Utah aussi, c'est une équipe qui est en quête un peu d'identité, c'est parce que c'est quand même un nouveau marché, une nouvelle équipe. Ils ont besoin de visages comme ça, de joueurs auxquels les fans peuvent s'identifier. Aller construire justement une espèce de une structure à cette équipe-là. Il faut leur donner un visage. Puis je pense que Peterka peut faire partie de ça. C'est un gars qui va, selon moi, vendre des gilets. Il n'y a aucun doute. Très, très bon joueur, Peterka. Bon patineur, notamment. Puis capable de mettre la rondelle dans le filet aussi. Pas sûr que ce sera un joueur. Je sais pas si ce sera un joueur de premier trio parce que je le verrais bien avec Hayton sur le deuxième. J'allais dire, t'as pas le choix de. Puis j'aimerais peut-être voir cette combinaison-là. Mais ça peut certainement ajouter aussi une dynamique intéressante à leur avantage numérique. Donc, moi, je suis totalement pour ce deal-là. Je pense qu'on a donné Kessel Ring, on a donné Josh Doan. Je pense pas que c'était. Non. Je pense qu'on est correct de se départir de ces morceaux-là, de ces pièces-là. Écoute, Kesselring est parti, mais t'as cherché Nate Schmidt après. Ouais. Puis Peterka est tout jeune encore. Puis c'est un bon pari pour moi. C'est un gars quand même qui a une éthique de travail aussi. Puis je pense que ça peut vraiment être gagnant, ce move-là. Donc on verra là avec le temps. C'est le temps qui nous dira si ça rapporte là, ce deal-là. Mais écoute, quand même, je pense 70 points l'année passée pour Peterka avec Buffalo. Donc, solide. Très solide. Yeah. Je rajoute rien sur Peterka. Ça va être très beau à voir avec le moule de jeunes joueurs qui ont déjà. Les Hayton, les Cooley, les Keller, qui est en passant vraiment pas jeune. Vraiment pas vieux, Clayton Keller. Puis après ça, tu rajoutes un gars comme J.J. Peterka. Ça rentre dans le fond du filet, ça, cette lancée-là. Yeah. Deuxième, j'ai les Hurricanes de Caroline. OK. Tu te dirais, oui. Offensivement, c'est ça qui manquait depuis, mon Dieu, 2-3 ans. Tu viens de signer Logan Stankoven, 8 ans, 6 millions. Tu vas voir que dans 3 ans, 8 ans, 6 millions, ça va être incroyable comme contrat. Ehlers a signé pour 6 ans, 8,5. 8,5 l'année passée, c'était un contrat de 6,8 à peu près.
ce qui est incroyable pour un gars qui produit comme Nikolai Ehlers, un gars de 60-65 points par année. Ça se prend bien. Ça se met bien sur un deuxième, voire un premier trio. Puis en plus de ça, tu vas prendre une grosse upgrade en Keandre Miller, qui est un des meilleurs défenseurs des deux sens de la glace de la Ligue, pour Scott Morrow, qui était juste un autre défenseur offensif de trop sur cette équipe-là. D'ailleurs, il va falloir qu'il s'en débarrasse d'un autre. Et j'assume que Shane Gostisbehere va être le réélu pour laisser la place à un autre gaucher en Alexander Nikishin, qui s'est bien prouvé dans la série d'ailleurs. Ouais. Je pense que c'est juste ça qui manque aux Hurricanes. Hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir aller chercher comme droitier. Mais je suis pas stressé du tout. Là. Ils ont signé Mike Riley aussi, juste pour ajouter une couche. Là. 7e défenseur, parfait. Ils ont tout ce qu'il faut. Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de belles couches là, cette défensive-là. Tout ça mené par Slavin, évidemment, qui reste... même si t'as un gars qui se blesse, Slavin va prendre quelques minutes de plus, ça ne fait rien. Puis, je pense qu'il n'y a aucun doute que cette défensive-là est construite pour gagner. Maintenant, est-ce que le reste de l'équipe peut faire le travail, mettre la rondelle dans le filet? C'est encore ça la question pour moi. Je ne sais pas si Ehlers, c'est suffisant pour apporter toute l'offensive qui manquait à cette équipe-là. C'est beaucoup lui demander, mais je pense qu'il va prendre un rôle croissant dans cette équipe-là quand même. Absolument. Il sera plus utilisé puis valorisé qu'à Winnipeg pour moi. OK. Après, il y a des joueurs qui carburent à ça. Il y a des joueurs qui aiment recevoir justement ce mandat-là, puis avoir justement les projecteurs sur eux. Puis Ehlers aussi, étant danois, il a déjà vécu ça, lui, être le meneur de son équipe. Ah, ben oui. Fait que, c'est ça. Vite fait aussi, ça peut marcher. Les Canes ont encore 10 millions en cap. Ouais. Je dis ça de même. Puis ils n'ont pas rien qui s'en vient qui va nécessiter le 10 millions. Yeah. Je m'attends à quelque chose de gros peut-être avant le début de la saison. Il faut gaspiller l'argent qu'on vient de se faire donner. On est d'accord? Ton premier? Premier, je vais avec Jonathan Toews, Mathieu, pour... à Winnipeg. Non, mais écoute, c'est pas nécessairement pour l'apport que... C'est clair que ce ne sera pas un marqueur de 90 points, Jonathan Toews, la saison prochaine. Mais c'est juste pour la qualité de leader. Pour moi, c'est important à Winnipeg aussi. Je pense que l'impact qu'il peut avoir est sous-estimé, même à 37 ans. Si c'est pas sur la feuille de pointage, ce sera au moins dans le sens moral de la chose. Winnipeg, c'est une équipe qui, malheureusement, n'arrive pas à se prouver en série. C'est la même histoire à chaque année. Toews a vécu ça, les séries. Winnipeg sera des séries l'année prochaine, à moins d'un miracle. Donc, je pense que ça peut être intéressant comme fit, surtout qu'il est chez lui, il y a la maison. C'était sa volonté. Il sera content d'être là. Puis, il y a des joueurs à Winnipeg aussi qui ont encore besoin de peut-être ce mentorat-là, un jeune Cole Perfetti, par exemple, peut-être, là, question d'ajouter de la maturité à cette équipe-là. Puis, des fois aussi, juste une présence un peu pour calmer les esprits en série. Par exemple, Hellebuck qui semble avoir justement des doutes là, constants. Juste un gars qui va se lever dans la chambre, qui va dire « OK, garde, 2 mauvais buts, ça s'efface, il faut juste se reprendre à partir de ça. » Puis, c'est ça. Je suis juste curieux de qu'est-ce que ça va donner, mais je pense que son apport potentiel est sous-estimé. Puis même s'il sera probablement juste un gars de 3e, 4e trio, je vais certainement pas là, laisser ça passer inaperçu. Là. C'est quand même Jonathan Toews. Donc, moi, je voulais quand même faire cette mention-là. OK. Je suis correct avec cette idée-là. J'ai pas tant d'attente que ça envers le grand Johnny Toews, mais on sait qu'est-ce qu'il a déjà fait. Ouais. Mon premier, sans surprise, c'est Noah Dobson à Montréal. Yeah. Personnellement, je suis incertain par rapport à Noah Dobson. Si c'était un gars qui faisait pas 9,5 millions par année, peut-être que je serais un peu plus positif envers cette nouvelle-là. Mais un gars de même, un gars à la Evan Bouchard, un droitier qui va jouer sur ton premier trio, on n'a pas eu ça à Montréal depuis
vraiment longtemps. Et là, vraiment longtemps, c'est Piqué Subban. Tu sais, un gars il y a offensif. Hudson aussi. Hein? Il y a Hudson qui est gaucher. Aussi, qui est gaucher. Oui. Mais... oui. Ouais, un défenseur droitier qui... tu sais, un gros défenseur droitier sur ton premier trio, c'est rare. Si Dobson est capable de retrouver sa joie du hockey à Montréal, je pense que ça serait incroyable. On l'a vu, il a fait 70 points dans une saison. Il peut le refaire. C'est pas ça qui va l'empêcher. En espérant que ça fonctionne, il va être pas mal mieux entouré aussi. Il va pouvoir contrôler une deuxième vague d'avantages numériques qui va être meilleure que celle de l'année passée de toute façon, en espérant que Doc reste en santé et que Bolduc est capable de faire ce qu'il a fait à Saint-Louis, c'est-à-dire jouer ces minutes-là d'avantages numériques. Dobson devrait connaître une bonne saison. J'anticipe peut-être entre 50 et 60 points pour une première saison à Montréal. Ce serait une saison extrêmement bien réussie. Et c'est juste ce côté défensif-là que je suis incertain de voir. Mais encore là, ça va être en regardant les matchs avec que Hudson ça va se corser. Il ne jouera pas avec Hudson. Non? Les trios présentement sont... ça serait Goulet avec Dobson sur le premier trio. Okay. Goulet retrouve le premier. Après ça, tu aurais Carrier avec Lane Hudson. Okay. Puis après ça, tu aurais Matheson et soit Struble ou Jekai. Okay. Matheson qui contrôle une troisième duo défensif, c'est juste stupide. Là. C'est honnêtement, fort, ça... Oui, non. Fait que, ça me paraît très solide, ça, défensif. Fait qu'à voir si ça va fonctionner. Je suis un peu perplexe. Mais bon, j'étais perplexe par rapport à Lane Hudson aussi, puis je l'ai adoré pendant les 70 autres matchs qu'il a joué. Fait que, on est très bon patineur aussi, Dobson. Quelque chose qu'on peut pas... Les Maritimes, hein, c'est juste ça que c'est. Tous sont nés avec patin au pied. En parlant de patiner, il y en a qui l'ont fait côté tennis parce qu'à Wimbledon, il y a eu plusieurs surprises. Je les nomme les plus notables. Côté masculin, ça a été un peu plus raisonnable. T'as Zverev, notamment en première ronde face à Rinderknecht en 5-7. Draper face à Cilic hier, on a regardé le match. Tu en étais hystérique en 4-7. Et Taylor Fritz, qui, c'est pas une surprise, mais il y a déjà 2 matchs de 5-7 à son actif. Vient juste de gagner son match de 3e tour d'ailleurs. Encore dans la liste, I guess que là, tout d'un coup, il reprend un peu le contrôle de ses émotions. Mais un de ses matchs était aussi... Oui, là, je nommais juste le top 5 dans le top 5 des joueurs. Là. Et Taylor Fritz, justement, un match à 5-7 face à Diallo aussi. On va en jaser justement là, tout de suite après ça. Côté féminin, Phil, il y a une femme dans le top 6 qui n'est pas éliminée et c'est la première tête de série. Écoute, Coco Gauff, parti déjà. Même chose pour Jin Wenjing qui est parti aussi. Pegula est parti. Paolini est parti. Et là, aujourd'hui, Keys s'est fait éliminer par Sigmund, qui est devenue la plus vieille joueuse de l'histoire de Wimbledon à remporter un match à 37 ans. Qu'est-ce qui se passe? Wimbledon, c'est une surface qui apparemment, Péchi Péricard, là, il a manqué de créer la surprise aussi. Énorme service. Écoute, il était malheureusement, il était juste pas là en retour, là, comme il n'y avait pas le niveau, mais écoute, 153 000 à l'heure. Là. Puis, côté masculin aussi, souvent, c'est le genre de choses qu'on peut voir et qui peut être suffisant pour aller chercher des surprises là, quand on arrive à servir comme ça, aller chercher des gros chiffres. C'est sûr que ça a aidé aussi avec la chaleur épouvantable qu'il fait présentement aussi. Là, c'est sûr que la balle voyage mieux. Puis écoute, pour Fritz, là, c'est bien pour lui présentement parce que il a réussi à quand même survivre à ces 2 batailles-là. Puis là, son tableau s'éclaircit un peu. Ça devient de plus en plus raisonnable. Mais écoute, je pense qu'il a très bien fait, Fritz. Il faut lui donner du crédit parce qu'il y avait 2 énormes floaters dans son draw. Là. Je veux dire, Diallo puis Péchi Péricard, c'est pas les joueurs que tu veux voir du tout dans ce scénario-là en tant que 5e tête de série. Puis heureusement que lui aussi, ça a très bien, Taylor Fritz. Donc, il s'en est sorti au service. Mais c'est toujours impressionnant de voir ces grosses claques-là sur le gazon. Puis ça peut... Diallo n'a pas nécessairement converti ça en as comme le ferait, par exemple, l'aurait fait un Raonic dans le temps. Tu sais, Raonic, lui, c'était des as. C'était des... Très bon sur gazon. Oh! Wow!
Seigneur! Il m'a qui mourir, là? Ah, aïe, aïe. J'ai évoqué le nom de Milos Ah, Raonic. qu'est-ce que Milos Raonic t'a entendu? Et puis, tout a tremblé. D'où Jésus? Non, ça, là. Ouais. Ouais. C'est ça. Donc, sur c'est ça. Oui, sur ça. Ouais, écoute, je pense que pour Diallo aussi, c'est encore une fois un excellent résultat. C'est un 5-7 face à Fritz. Il aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Malheureusement, il a juste manqué un peu de jeu au 5e set. Il y avait peut-être quelque chose avec son poignet aussi, des petits doutes là, qui commençaient à s'immiscer dans son esprit. Là, mais ouais, c'est un résultat que je prendrais là, n'importe quel jour de la semaine. C'est de l'expérience. Puis il a vraiment fait une sacrée peur là, à Taylor Fritz. Puis ça, c'est pas peu dire quand même. C'est un joueur accompli, Taylor Fritz. Et particulièrement sur le gazon, où il a remporté 5 de ses 10 titres en carrière. Fait que de tenir tête à Taylor Fritz sur le gazon au 2e tour comme ça, c'est bon signe pour moi. C'est bon signe. Et puis, ouais, j'ai beaucoup d'espoir pour Diallo. Quand je regarde les autres Canadiens aussi, je me dis, bon, peut-être que c'est le temps de miser sur la nouvelle génération. Parce que clairement, là, les autres, ça va pas trop tout de suite, on va se le dire. Ojaliassim, Shapovalov, c'est plus que c'était. Puis on perd pas contre des Taylor Fritz là, de ces deux gars-là. Là. Non. On perd contre Jan-Lennard Struff, ouais. que je ne dénigre pas. C'est un très bon joueur, Ouais. Jan-Lennard Struff, mais c'est pas Taylor Fritz. Au moins, donne une bataille, au moins, impose-toi un peu. C'est drôle parce qu'en début d'année, on est en train de peut-être se mettre à genoux puis de bow down à Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, qui sont peut-être les deux joueurs les plus inconstants du circuit en ce moment. C'est soit qui gagnent présentement, tout ils sont qui gagnent constamment rien. mauvais. Là. C'est ça, je veux dire. Ouais. C'est ça qui gagnent tout ou qui perdent tout, malheureusement. Mais bon, au moins, le Diallo prouve un peu qu'il y a de l'espoir côté canadien. Ouais. C'était bien de voir ce match-là. Puis ça m'a fait penser aussi bouge bien aussi. Son revers plat, là, on en a parlé quand on écoutait le match. Ça voyage, cette affaire-là. C'est impressionnant. Puis tu t'en attends pas, genre c'est comme un petit flick, c'est vraiment juste tranquille, tu sais pas s'il va aller le long de la ligne, tu sais pas ce qu'il va y aller en croisé. C'est des fois avec la forme d'un joueur, tu sais où il va aller placer sa balle. Avec Diallo, son revers, puis c'est rare d'avoir un très bon revers, surtout à cette grandeur-là, on s'attend peut-être à avoir un coup droit un peu plus puissant. Mais pour vrai, chapeau à Diallo, parce que il a prouvé énormément à Wimbledon. Puis, écoute, s'il peut exceller sur le gazon comme ça pour les années à suivre, ça serait bien. Parce que présentement, le King, c'est Carlos Alcaraz. Ça fait 3 ans de suite qu'il gagne. Il est encore en lice. Vite fait, ta prédiction pour les gagnants côté masculin et féminin? Moi, je vais aller avec Djokovic. Je pense que je pense que la prophétie se matérialise. Je pense que ça va être là. En passant, pour donner un peu plus de contexte, sa prophétie étant qui remporte son 25e titre en tournoi majeur. Quart de siècle. Et puis, c'est la seule chose vraiment que je pense qu'il reste pour lui vraiment à accomplir. Là. Évidemment, Djokovic, c'est un gagnant, puis il veut plus que n'importe quoi au monde. Présentement, je peux te le garantir. Puis, écoute, je pense que c'est clairement sa meilleure chance. Après ça, je le vois plus. Honnêtement, si c'est pas maintenant, c'est pas Wimbledon 2025, ça arrivera pas parce que Sinner est rendu trop fort sur dur, puis Alcaraz est rendu trop fort sur terre battue. Fait que Djokovic doit miser un peu sur l'imprévisibilité du gazon. On a vu les upsets, on a vu les surprises durant les 2 premières rondes. 8 membres du top 10 éliminés au premier tour. Je pense au moment de commencer le 3e tour, c'était 28 têtes de série qui étaient éliminées. C'est tout ouvert. Il y a beaucoup de joueurs déjà qui se sont rendus plus loin que les attentes. C'est-à-dire donc que pour les têtes de série, il devrait avoir des matchs plus faisables là, qui s'en viennent. Donc, Djokovic a joué très bien jusqu'à présent. Il semble en confiance. Comme je l'ai regardé jouer,
paraît vraiment bien sur le court, beaucoup plus qu'il... comme il m'inspirait pas confiance lors des 2 premiers grands chelems de la saison, je trouvais que en Australie, on l'a vu justement abandonné en demi-finale, je pense. Et puis tout au long du tournoi, je sentais qu'il y avait peut-être de la fatigue ou que son corps s'affaiblissait. Là, je pense, il me semble bien, il me semble en bon état, mais encore là, à 37 ans, on ne contrôle plus nécessairement aussi bien les réponses du corps à l'effort qui est soumis. Puis, ouais, écoute, je pense que ça va être difficile pour Djokovic. Évidemment, il y a Sinner qui est là, il y a Alcaraz qui est là. Je pense pas que ces 2 gars-là sont là pour quitter de sitôt. Donc, il va devoir passer à travers ces gros noms-là. Il est dans le côté à Sinner, donc demi-finale, potentiellement avec Yannick Sinner. Puis encore là, il faut s'y rendre à cette demi-finale. Ce qui ne sera pas si facile non plus. Il y a Dominor peut-être qui va l'attendre éventuellement. Donc, moi je vais miser sur Djokovic juste parce que j'aimerais ça, le 25e. Je pense que c'est un chiffre, c'est un chiffre qui serait satisfaisant, qui lui donnerait la suprématie incontestée là, au niveau des titres en grand chelem, côté masculin comme côté féminin. Et ça serait vraiment comme la cerise sur le Sunday d'une carrière incroyable. Puis je pense que ça mettrait pas mal la table pour la retraite. Fin au débat. Ouais, ça mettrait la table pour la retraite, puis ça mettrait fin au débat du GOAT. OK. Je vais toujours dire que c'est fédéral. Non, je vais toujours dire que c'est fédéral. Avec grand plaisir, mon cher. Objectivement, c'est Novak. Okay. Et vite fait, côté féminin? Côté féminin... C'est dur de ne pas dire l'évidence, mais moi, j'y vais pas avec l'évidence. Tu vas pas avec l'évidence? J'y vais avec la jeunesse. C'est le temps pour son premier grand chelem, Mirandreva. Vraiment? Ouais. J'ai failli dire ça. Côté de tableau correct. Ouais. Une jeune qui est très motivée. Ouais. Puis je pense que ça marquerait un peu l'histoire. Déjà, 7e tête de série. C'est stupide pour son âge. Très bonne, bizarrement, sur gazon. J'ai regardé son dernier match. Bouge très bien sur gazon, la jeune Mirandreva. Puis elle se pousse toujours à ses limites. Problème de si elle perd, possiblement qu'elle va rentrer dans sa propre tête. Fait que j'ai un peu peur de ça. Mais sinon, je pense que Mirandreva pourrait remporter son premier tour au Wimbledon. Et côté masculin, rapidement, je crois que c'est le temps pour Yannick Sinner de vaincre Carlos Alcaraz à une finale, surtout à Wimbledon. Ça va briser la série de 3 de suite de Carlos Alcaraz. Même que je vais dire ça tout de suite, je pense pas qu'Alcaraz se rend en finale. Je pense qu'il va se faire battre avant la finale dans un match un peu upset. Parce que j'écoutais... c'est quoi encore le nom du coach de tennis grec là, qui est reconnu pour faire des petites vidéos de même, là, analyser un peu un joueur. Je me souviens plus quoi son nom, puis je m'en désole. Il faudrait peut-être que je fact-check après. Mais lui disait que... c'est Mouratoglou aussi. C'est quelque chose comme ça, ouais. Okay. Et lui disait, puis c'est entièrement vrai, là, Sinner, c'est une ligne... comme c'est de la constance pure. Mais Alcaraz peut avoir ses moments, il y a plus de défaites, etc. Puis sur une surface comme le gazon Wimbledon, je pense que ça pourrait être une surface qui fait ça. À voir toutefois, mais c'est ça que je prédis. Je pense victoire Sinner et victoire Andreeva. J'aimerais vraiment voir Andreeva remporter un grand chelem à cet âge-là. Ça serait... OK, hear me out, though. Oui, j'écoute. Le retour d'Emma Raducanu. Elle va pas. Tu te compte qui ce qu'elle joue au prochain? Il n'y a aucune chance. C'est ça, Mathieu. C'est la saison des upsets. Oh, c'est la saison des upsets. C'est à soir, non, ça? Ou demain? Ce match-là, c'est bientôt. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, ce sera après le match d'Alcaraz puis de Struve sur le central. Why not? Vas-y, mais... gars, ajoute du mixte aussi dans ce tournoi-là. C'est comme... Ouais. Ben, mais anyway, elle a besoin de match parce qu'elle a pas joué beaucoup. Fait que je pense que c'est à son avantage de jouer en double mix aussi. Mais, moi, je vais lancer le nom de Emma Raducanu dans l'univers parce que ça serait le fun. Ça serait bien.
Puis Sabalenka, on l'a déjà vu s'écrouler avant. Donc, oui, ben justement, à Roland-Garros, ça s'est écroulé solide là, contre Coco Gauff. Mais, donc, qui n'est pas là d'ailleurs, fait qu'oublie ça. Là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec l'apport des partisans. Et puis, Et la part de Jack Draper qui va la regarder des estrades. Wouhou! Koemako! C'est plaisant. Ok, je suis d'accord. Jack Draper soit plus de la partie aussi. Tu l'aimes pas. Ça arrive. Écoute, en parlant de Grande-Bretagne, Formule 1, ça se passe justement en Angleterre, à Silverstone. On va aller chercher Manon, puis on vous revient directement après ça. De retour pour le segment Tour de piste avec Manon qui joue à nous. Bonjour. Allô. En fin de semaine, c'est Silverstone, le Grand Prix iconique, bien sûr, qui se passe en Grande-Bretagne. Iconique, notamment parce que Lewis Hamilton a remporté souvent. Tu l'aimes bien, Lewis Hamilton, tu vas le savoir. Voilà. Ce qu'on a appris du dernier Grand Prix qui s'est passé en Autriche, c'est la résurgence de Ferrari qui fait une remontée incroyable sur non seulement les podiums, mais aussi dans les pratiques et présente dans les courses, chose qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Et aussi, gros shout-out à Kik, Sauber, qui ont fini dans le top 10. Les deux pilotes ont fini dans le top 10 dans la dernière course. OK. Go off, King. Je sais pas ce qui se passe, mais on aime ça. Et finalement, des rumeurs de Verstappen qui joue à Mercedes, qu'on n'essaye pas trop de rentrer dedans pour le moment, du côté Max Verstappen. Mais ça a créé toute une genre de... C'est une réunion bizarre parce que tu avais Max qui était là, devant un mur, et tout le monde qui était à la queue alentour de Max. Ça faisait quasiment comme les petites affaires, les outils que tu épluches des carottes avec. Là. C'est un peu cette shape-là. Oui, c'est le même que je l'ai vu. Okay. Mais là, on se déplace côté Silverstone. Côté Silverstone, écoute, c'est un Grand Prix fantastique, notamment remporté par 2 seules personnes pendant les 10 dernières années. C'est pas plus. Puis si je ne me trompe pas, l'an passé, c'est George Russell qui l'a remporté. Non, George était en pole, mais c'est Lewis qui a gagné. L'an passé? Je pense que oui. Écoute, je ne dirais rien pour ça. Mais là, la grande question qui se pose, est-ce que Lewis va à nouveau remporter Silverstone, là que sa voiture fonctionne, blablabla. J'aimerais entendre ce que vous pensez de ces prédictions-là. Peut-être que Lewis va apparaître sur le podium pour l'un de vous, mais à voir. Hein? Yeah. Oui? Yeah, ouais. Moi aussi. Numéro 10 cette année. Pardon? Numéro 10 cette année. C'est ton numéro 10 cette année. Numéro 10 en termes de championne. Son 10e! Ouais. Oh my god, je parlais à son numéro. Non, ça restera le 44 à tout jamais. Ok, Phil, tu l'as mis où comme ça, le Lewis? Numéro 10, ça veut dire qu'il gagne une 10e fois. Okay. Oui. Ok. Évidemment. Okay. Oui. Ok. Il a bien fait pendant les qualifications aussi, donc je pense qu'il est pendant la pratique. La pratique. Oui, les pratiques, oui, pardon. Donc, pourquoi pas, un 10e pour Lewis. Et qui va suivre pas loin derrière, j'assume? Norris, qui sera 2e. Et puis Russell pour compléter. Wow. 3 écuries! Et 3 Anglais? Oui, pour compléter la trilogie britannique. Oh, c'est drôle ça! C'est incroyable, ce serait vraiment beau. C'est un classique en plus. Russell en 3e. Norris va avoir une autre bonne course, mais pas aussi bon qu'Hamilton. Imagine la célébration qu'il y aurait genre sur le podium. Yeah. 3 Anglais. Le party, ce serait... Pas une écurie. J'aime ça, j'y ai pas pensé, mais j'adore ça. C'est ça. J'assume que c'est différent, Manon, toi. Mais attends, je veux vérifier un truc là. Qui est-ce qui a gagné en 2024? Genre, c'était Hamilton. On est d'accord? Ok, merci. Pourquoi je pense que c'est Russell? Il a fait la pole. C'est peut-être pour ça. Et moi, j'ai aussi octroyé la victoire à Lewis Hamilton. Oh, God, ok. Ouais, c'est vraiment un circuit qu'il adore. Puis honnêtement, je sais pas, genre j'aime aussi la partie de me dire que Lewis pourrait avoir un 10. Je sais même pas si c'est arrivé une fois dans l'histoire de F1 qu'un pilote gagne 10 Je pense déjà que 9, c'est lamentablement 9 fois, beaucoup. Là. Puis moi, je suis partie sur un doublé McLaren Piastri-Norris. Voilà. 2-3 Piastri-Norris. Ouais, avec avantage sur Piastri parce que je préfère Piastri-Norris. Voilà. Ok. J'aime tellement ton idée, mais je peux pas. Non, je peux juste pas. J'aimerais que ce serait vraiment incroyable qu'il y ait 3
Britanniques sur le podium, mais... Ça peut se faire. L'idée que c'est 3 écuries différentes sur le podium m'allume, là. Comme... J'adore ça. J'ai été différemment. Je pense que j'ai plus été côté Ferrari en général que juste Lewis. J'ai mis Charles qui gagne, en fait. J'ai mis Charles en première position. J'ai mis Oscar deuxième parce que c'est Oscar Piastri, puis il va trouver une manière. Puis j'ai mis Lewis troisième sur ce podium-là. Voiture performe bien. Lewis Hamilton connaît très bien la piste. Je trouve juste que Charles, c'est légèrement un meilleur pilote. Puis j'aimerais qu'il en gagne une cette année. Là. Idéalement, idéalement avant novembre. Là. Lewis va quand même être porté parce qu'il est dans son peuple aussi. Sûrement. Ça est arrivé l'année passée. Il va sortir la course au moment où il faut qu'il la sorte. L'année passée, ça gagnait pas trop côté Lewis Hamilton, mais à Silverstone, c'est différent. J'ai bien hâte de voir ça pour ces deux-là. Côté décevant, impressionnant? Hamilton, naturellement, parce qu'il va gagner son 10e. Mais côté décevant, je suis allé avec Piastri, parce que lui, quand il fait pas un top 3, là, on se demande. C'est quasiment automatiquement décevant. C'est un bon point. Ouais. C'est un excellent point. Manon? Moi, j'ai mis aussi Lewis Hamilton pour sa performance. Je pense que... Je pense qu'en vrai, il va faire son meilleur résultat de la saison. Oui. Et en décevant, j'ai mis Alpine. Juste parce qu'ils viennent d'annoncer qu'il n'y aura aucune évolution sur la voiture en plus. Donc, à tout jamais, Alpine va être dernier. Là, comme la française en moi. Moi, j'ai arrêté de dire que Alpine est français, sachez-le. Et j'ai oublié que ça existe cette partie-là. Et j'ai plus aucune fierté pour cette marque. La France d'Alpine, c'est fou ça. Mais c'est une marque française, puis vraiment, genre, je suis 100% et peu importe où je me trouve, dans quel pays et contre qui, je serai toujours pour la France. Mais à un moment donné, la voiture ne performe pas depuis des années. À chaque fois, on te dit « ça va être mieux l'année prochaine, c'est de pire en pire. » Et à un moment donné, je pense que même nous, en marchant, on ira plus vite que Alpine. Genre. Peut-être. Peut-être que j'atteindrai ce niveau-là. Non, mais t'as compris la chose. Mais non, mais comme ils ont annoncé, comme c'est quand même tôt dans une saison pour dire qu'il n'y aura aucune évolution sur une voiture. Là. Non, je suis d'accord. Comme t'es au milieu de la saison, puis il y a genre rien qui va se passer. On voit pas un bon message aux pilotes aussi. Non plus. Mon Dieu, aux fans. Imagine être un fan. Je pense que Alpine n'a plus de fans à ce stade. C'est un peu comme les Penguins de Pittsburgh, dans le fond. Arrête, ça c'est méchant. Non. Je reste fidèle au poste. Moi, j'ai jamais été une fan d'Alpine. C'était juste la française en moi qui était heureuse de dire qu'il y avait une écurie française. Là. Côté décevant. Je suis surpris que personne ne dit. Mon bon chum Max Verstappen. En quoi c'est décevant? Il est en 2 heures du peloton depuis quand même. Il y a les gens devant, Max. Non. Il connaît ses bons moments, mais pour dire qu'il sera pas dans le top 5, je pense que... carrément top 5 en dehors, là? Non, je pense pas. C'est parce que si Charles et Lewis sont sur le podium, ça veut dire que Lando sera pas loin derrière, ça veut dire que George et Antonelli seront pas loin derrière. Puis là, Lawson, bizarrement, était 6e la semaine passée, ce qui fait aucun sens. Mais peut-être que ça va revenir. Il y a du monde qui arrive, puis Max, malheureusement, ça va juste faire de descendre jusqu'à temps qu'on décide de faire des changements. Selon moi. On n'a pas vu Yuki dans le top 10 depuis des lunes. Est-ce qu'il a été avec la Red Bull même? C'est une bonne question. Je sais pas. Il faudrait que je vérifie, mais ça me surprendrait pas. Je regarde même plus Yuki et j'adore Yuki Tsunoda. Mais je pense qu'il a même pas fait un top 10 avec la Red Bull pour être honnête. Faudrait revérifier. Ce serait surprenant, mais faudrait revérifier. Ça serait, mon Dieu, ça serait décevant. Et côté impressionnant, je pense que ça va être les Ferrari. Les deux qui finissent sur le podium, c'est très impressionnant pour ce qui s'est passé durant la saison. Mais bon, à voir à dimanche, bien sûr. Pas grand-chose qui va de base, selon moi, pas tout va jouer sur la qualif. Bizarrement, Silverstone, c'est un bon Grand Prix à regarder. Et pour ça, j'ai vraiment hâte. Mais là, on est début du mois, tout le monde. Ça doit être le fun en Angleterre, présentement. Wimbledon puis Silverstone. Amenez-en du sport. Les Anglais qui font bien aussi à Wimbledon. Tu as parlé de Raducanu tout à l'heure. Fait très bien. Cartal aussi, qui est en 3e ronde. Qui passe en 4e ronde. Mon Dieu, ouais, c'est vrai. Mais bon, début du mois aussi veut donc dire qu'on doit rafraîchir notre repêchage pour notre pool de Formule 1. De mon côté, je vais garder Oscar Piastri. Je pense que ça va de soi. J'assume que maintenant, on va garder McLaren. Et Phil qui garde
garde rarement quelqu'un dans son... Moi, je garde rien. Je commence avec une page blanche. OK. Et ça me va très bien. Okay. Comme ça, Tsunoda a fait 2 top 10. Comme elle a fini 10e. Pour l'instant, c'est la meilleure place qu'il a fait. Okay? J'étais juste en train 2 fois? Et il a fini 9e à Bahreïn. 3 points. OK. Bon, ben, wow. C'est pas impressionnant. C'est pas du tout impressionnant pour les Red Bull. Fait que Phil, je vais te donner 2 choix. Les 2 premiers choix, parce que t'as ton keeper qui, techniquement, tu ne keep pas parce que t'envoies tout le monde à l'eau. Et ton premier choix... J'envoie tout le monde à l'eau. Et Manon sera 2e, je serai 3e, et ainsi de suite. Mais si tu veux bien, Phil, commence-moi ça, ce repêchage-là, tes 2 premiers choix. Ça commence bien. OK. Là, je sais pas si je vais pour une stratégie de démocratie ou si je vais pour... Les stratégies de démocratie ne t'ont vraiment pas aidé. À un moment donné, il faut changer de stratégie. La monarchie pourrait t'aider. Mais toi, t'es une fausse monarchie. Sure. C'est quoi, moi? Merci. Moi, je pense que... La démocratie. Je pense que la carrière de Lewis Hamilton va être relancée avec ce Grand Prix. OK. Je vais prendre Lewis Hamilton. OK. Et mon qui? Premier pick. T'as un 2e pick aussi. Donne-moi Antonelli aussi. Encore? OK. Bon. OK. Manon, je l'aime même. Ton premier choix. Moi, je vais garder Charles. OK, tu vas juste reprendre Charles Leclerc. Ouais. OK. J'enlèverai les gens de mon équipe quand vous les prendrez, là. Non, ça va. Je vais prendre Ferrari. Et... Attends, Ferrari et... Ah non, OK. Et Piastri. Et Piastri. Et je vais aussi prendre... Oh, Anthony, il est pas cher. What? Je comprends que tu le gardes. Je vais... Qu'est-ce qu'il fait bien? Je vais prendre... Je vais faire confiance à Liam Lawson. Liam Lawson va être mon 2e choix. Ce qui va donc revenir à toi, Manon, pour ton 2e choix. Ferrari, 29 millions. Seigneur. Même cap salarial que les Panthers de Floride, présentement. Je pense que je vais prendre As. OK. Phil? Back to back. Oh, on voulait Haas. Oui. Oh, pardon. J'aurais vraiment pu prendre autre chose. Si je trop tard. Les équipes sont même pas bonnes. Comme c'est quoi là? L'iPad va lâcher avant que tu je vais prendre Kick Sauber. Kick! Yeah. Puis. Gros 3 points, ça. Comme ça, je peux aller chercher un autre driver intéressant. Là. Ben oui. Il te reste 3 pics, 4 pics là. Non, mais laissez-moi mon équipe là. Lawson, es-tu disponible? Je viens juste de le prendre. Je te prendre, j'écoutais pas. Au moins, c'est honnête. OK. C'est bon. OK, on va y aller avec... Pourquoi pas Adja? Non, okay. Sacrame. OK, bon, Manon. Faisons Adja. Ouais. Qu'est-ce qui va vite, c'est temps-ci? Je vais rester avec Esteban Ocon. OK. Non, moi, je compte garder ma même équipe, hein, donc sachez-le que... Non, ça me va à merveille. Moi, je vais prendre Fernando Alonso. Ah, il est dans mon équipe. Et je vais aussi prendre... Oh mon Dieu, Seigneur, la Sainte Vie. Je vais prendre RB, Racing Bulls. OK. Manon? Ben non, je viens de prendre un... Ouais, c'est à toi. Oui, c'est à toi. Encore un mois? Yep. 26 millions. Okay. Oh, c'est bad. Oh, c'est bad. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Je vais prendre... Ce qui est le plus cheap? Oh, je l'ai déjà. Je vais prendre Bortoleto. Moi, je prends Williams. OK. Puis Nico Hülkenberg. C'est quoi le
C'est une démocratie. Oh, Manon. Et... Je vais prendre Carlos Sainz. Personne l'a pris. Non, personne l'a pris. Ok. Oh, c'est à moi. Oh, c'est bad. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Albon? Non. Non, je Quelqu'un qui a pas. Ocon? Oui. T'es-tu sérieuse? Oui, j'ai Esteban. Oh. Tu quoi? Lance Stroll va être dans mon équipe. Yes. Et- Yes. J'ai jamais vu, ou presque. Manon l'a pris une Presque. fois. Ouais, mais il m'a fait marquer des points. Ouais. Et Comme il Yuki termine. Tsunoda va être dans mon équipe. C'est la pire équipe que j'ai jamais eue. Puis j'ai 5 millions en trop, mais ça va être ça que c'est. Manon, ton dernier, je pense. Ouais. Attends, parce que... Oh, c'est atroce, ça. Tout Jésus. Pourquoi je... Ah non, ok. Qui est-ce que j'ai... Attends, Birman, vous l'avez pas pris. Non. Adjar, vous l'avez pris. Stroll, vous l'avez pris. Colapinto, vous l'avez pas pris. Non. Lawson a été pris. Pierre Gasly. Ok, j'ai un choix entre Gasly, Colapinto et Birman. Mhm. Ah. 3 excellents choix. Tu restes quoi, une écurie? Ouais. Après, Non, il me Bah- reste un pilote. Il me reste un pilote. doit te rester comme 20 Il millions. reste 20 millions. 20 pour Il n'y a la rien mettre. à 20 millions! Il n'y a rien à 20 millions. Bah, 20 millions. Non, il y a vraiment rien. Non, il y a vraiment rien. Le meilleur qu'il peut avoir, c'est genre Pierre Gasly, puis il va y Il y rester a 13 rien. millions. Moi, je vais prendre Colapinto. Comme ça, j'ai vraiment des gens de Oui, toutes les je écuries. vais Ouais, je vais prendre Berman. il te reste quoi, comme 12 millions? Ouais, Ok. quelque chose comme ça. Ah, ben tu le sais pas parce que tu as iPad alors. Ouais. C'est ça. Ah, Moi, je c'est veux dire, bon, mon c'est équipe a bon. presque pas changé. À part que tu m'as pris Fernando Alonso et que maintenant j'ai Colapinto, le reste. Ouais, ça l'a pas changé. Recap vite fait de ce Et que t'as. mon pilote phare est Charles Leclerc. Deuxième pilote, si on peut dire ça, Esteban Ocon. Troisième, Bortoleto. Quatrième, Sainz. Et cinquième, Colapinto. Et ma première écurie, c'est McLaren. Et ma deuxième, As. Ok. Je sais que Phil n'aura aucune idée c'est quoi son écurie parce que bon. il a Non, fait c'est bon, marcher. je vais faire ça de mémoire. Ok, Williams. Oui. Et puis Keck Sauber. Oui. Bien. Oh, Et c'est puis fort. Nico Hülkenberg. Oui. Kimi Antonelli. Lewis Hamilton. Oh. C'est vrai, on a relancé la carrière de Lewis. Isaac non, Hadjar, Isaac t'as Hadjar, pris Isaac. Je l'ai eu. Et Et puis Il en manque un. C'est le dernier. le superbe, toujours élégant Oh, Bergman. Bergman. Mm. Quelle équipe? Mathieu? Piastri, Lawson, le duo électrique de Fernando Alonso et Lance Stroll, Yuki, Ferrari Attends. et T'as Racing Bulls. aucun bon pilote. Est-ce que j'ai-tu nommé Oscar Piastri ou je l'ai pas nommé? Non, t'as pas nommé. Ben, je te jure que oui. Ah ouais? Ok, j'avais pas. J'ai Ferrari Je et pense que c'est RB. ton pire. Oui, ta pire c'est équipe de depuis le loin début. ma pire équipe et j'ai 5 millions, mais moi j'ai pas 12 millions. qui Ben moi j'ai quand même 3 encore. Regarde, ça arrive. Mais c'est ça qui va se passer de nos poules. Juste pour un petit peu de contexte, je mène de 120 points, si je me trompe pas, sur Manon et Phil. Un petit peu loin. C'est correct. C'est Puis correct. en espérant C'est une longue saison. que Hülkenberg va tout changer ça. Nico Hülkenberg. Mais sa fille est est-ce que vous avez vu les vidéos de sa fille qui nomme les pilotes un par un pendant le générique? Pas du En tout. gros, elle est de dos, puis juste à. Comme elle connaît le générique par cœur, là. Comme elle sait Ah, qui sont c'est les bon, pilotes et J'aime tout. ça. Ah, Et c'est je trouve ça vraiment très, très mignon. Hey, grosse intro, pareil. C'est Ouais. une très bonne lettre. C'est une très bonne intro. Je pense qu'on devrait la mettre un jour dans Guess the Tune pour savoir Sure. qui est bon. Sure. Ça serait bien. En parlant de, quelque chose qui est pas très bon ou très bon, Jake Paul.
C'est ma nouvelle sporadique. Non. T'as pas... J'ai été choisi ça. Tu donnes un spotlight à Jake Paul. Je veux pas lui donner du spotlight. En fait, je veux comprendre un peu la situation. Il est maintenant classé internationalement avec la WBA, c'est-à-dire que c'est un boxeur qualifié professionnel. Dans les poids, bizarrement, ça s'appelle lourd léger en français, ce qui fait aucun sens. Cruiserweight en anglais. Et bon, présentement, une fiche de 12 victoires, une défaite, 7 KO. Va pouvoir avoir une chance au titre parce qu'il est 14e mondial. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. C'est juste pour ça que je l'ai mis dans mes nouvelles. Parce que j'ai lu ça sur les réseaux sociaux avant de faire ma nouvelle sporadique, bien sûr. Et il a reçu ça en battant un boxeur de 39 ans, washed effrayable, qui s'appelle Julio César Chavez Jr. Et tout d'un coup, devient un professionnel dans le domaine après avoir boxé contre 10 personnes qui n'étaient jamais dans le genre d'association. C'est juste ça qu'il fait depuis le début. Je sais. Il s'en va chercher du monde dans les maisons de retraite et il les amène dans un ring. C'est comme... Puis le gars, il est dans son prime, comme... Il est dans le prime de son état physique. Là. Il est comme 28-29, alentour de là. Pourtant, c'est dégueulasse. Il est lâche. Moi, je veux que Jake Paul affronte... Je connais pas assez le numéro de la boxe. Je sais pas c'est qui le numéro 1 présentement. Donne-y le numéro 1, puis j'espère qu'il va s'apprendre de voler. Écoute, lui a dit mot pour mot Jake Paul. Que le numéro 1 va s'apprendre de voler à Jake Paul. Ouais, j'ai su tantôt que Jake Paul avait dit mot pour mot. Il a besoin de manger une claque. Oui, il a besoin de manger une claque. Désolé, mais il veut de la plus grosse compétition, c'est ça qu'il a dit. Il dit je mérite une shot. Est-ce qu'il a la chance de? Est-ce qu'il a une vraie chance de gagner? Mais il est 14e mondial, puis il a pas encore fait de vrais combats. C'est ça. C'est vrai, c'est juste ça que je trouve. OK, faisons un vrai combat, puis après on pourra dire s'il est 14e mondial ou pas. J'ai hâte de voir le premier vrai combat avec la WBA. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce ne sera pas un gars de 39 ans. Là. Ça va être un pack-a-punch de 31 ans dans son prime, top 10. Là. Il a affronté Mike Tyson, Mathieu. Je sais. Non, mais ça, c'était juste pour les shows. Mike Tyson, il doit avoir un dentier au jour d'aujourd'hui. C'est comme... il a failli mourir genre comme 6 mois avant son combat. Là. Oui, c'est comme il était dans un lit d'hôpital, littéralement. Pire qu'un dentier, il était à moitié mort. Moi, Phil, je te lance un défi. Va dans la résidence ou le club d'âge d'or le plus près et demande pour boxer. Voir si c'est la même chose. Ou un ancien boxeur. Je fais comme si même toi, tu pourrais battre quelqu'un de plus vieux qui avait boxé avant. Juste parce que si tu t'entraînes à tous les jours puis que tu apprends à le faire. J'ai un peu trop de foi dans mes habiletés de boxeur. 0-0, t'as juste un bon cardio. La bonne, comme je pense, le positif, c'est que je pourrais comme peut-être, avec un peu de chance, comme dodger beaucoup des coups en juste courant autour du ring. C'est ça. Mais... Je pense pas qu'on ait vraiment le droit de faire ça. Je pense pas que je serais KO. Phil. J'ai confiance en toi. Non. Tu vas juste étourdir la personne parce que tu tournes autour d'elle. Oui. Avec la vitesse. Oui, clairement. De ton côté, Phil, ton sport d'hiver? J'ai hâte. Écoute, Mathieu, on peut pas faire autrement qu'en parler. C'est une dynastie des plus célèbres. Peut-être pas, mais comme à mes yeux, en tout cas. Écoute, c'est mieux que Rafael Nadal sur terre battue à Roland-Garros, Mathieu. Ah, OK, je viens de comprendre. OK. Oui, c'est moi qui... C'est rare, là, une telle domination dans un sport, Mathieu. Joey Chestnut. Le GOAT. Le meilleur athlète de tous les temps. GOAT. Oui. Un athlète hors pair. Un athlète qui... transforme des vies, Mathieu, en mangeant des hot dogs. Je trouve que c'est une introduction vraiment très très longue. Là. Oui. Pour quelqu'un qui mange juste des hot dogs. Gars, le gang 18 titres de manger de hot dogs, puis tu vas en avoir une aussi. C'est vraiment pas ce que je compte faire dans ma vie. Puis je suis pas capable. J'ai pas l'estomac pour. 17e. C'est son 18e. Non, 17e. C'est 17? Oui. Ah, je pense que c'était 18. Il en a 17 en 20 présences, oui, Mathieu. Oui. Comment, là? Comment, c'est une bonne efficacité, ça. C'est 85%, là. Ah ouais? Oui, effectivement. Mon Dieu, quick maths. Yes, c'est bien ça. Écoute, quand je parle de Joey Chestnut comme ça, je deviens un robot. Je m'inspire, ça m'inspire de voir des histoires comme ça, des gens qui, une bouchée à la fois,
Oui. Dévore la compétition. Dévore la compétition. Vous devriez à essayer. coup de gag. Non. Oui. On a déjà calé du chocolat chaud, je pense que c'est assez. Phil qui m'a battu d'ailleurs, c'était dégueulasse. 70 hot dogs et demi. Et demi. C'est de valeur. Attends, qui mange? Oui, en 10 minutes. Oui. Il mange 7 hot dogs par minute. C'est fou, ça, J'ai là. du mal à manger un hot dog. Comme tu le vois aller, puis c'est n'importe il gag. Non, mais c'est dégueulasse. Je sais même pas qu'est-ce que je pourrais faire 70 fois en 10 minutes. Peut-être des push-ups, mais pas des hot dogs. Bah, 70 fois en 10 minutes, oui, j'espère bien, là. Juste ça. Moi, je serais pas capable. C'est ça. Écoute, je pourrais pas manger 70 hot dogs en 10 jours, Mathieu. Non, moi non plus. Non. Oh mon Dieu. Puis, dégueulasse. Ouais, écoute, c'était durant le Nathan's Famous 4th of July Hot Dog Eating Contest. Et puis, l'année dernière, avait raté la compétition parce qu'il y avait son partenariat. Oui, il y avait signé un canot de sponsor, puis il ne pouvait pas participer du coup. Donc, il a mis la main sur ce qu'on appelle la Mustard Belt. Et puis, du côté des femmes, il y a aussi Miki Sudo qui a remporté son 11e titre. Elle est solide aussi. C'était un peu la GOAT des femmes. Et puis, dans son cas, c'était 33 chiens chauds en 10 minutes aussi. Pardon, t'étais en train de me dire qu'il y a plus que doublé. Non, ouais. La différence entre la femme et l'homme. Mais le deuxième chez les hommes devait être à comme 50, pareil. Là. Ouais, il était loin. Non, mais c'est juste. J'avais vu le chiffre, là, mais je suis plus certain. Il y en a qui sont nés avec cette habilité-là. Ouais. Mais lui, il sait. À quel point tu arrives à le faire, genre. Comme à quel point ton estomac. Comme c'est sûr que tu dois faire travailler ton estomac pour réussir à faire ça. Comme c'est littéralement. Gober des choses, il y a des gens qui ont des facultés, mais comme ton estomac doit être prêt à faire ça. Là, comme est-ce que tu le vides entièrement avant? Comme j'ai trop de questions à poser à cette personne. Est-ce que genre il mange pas? Moi j'en suis un sur YouTube comme un mangeur professionnel. Pas de hot dog spécifiquement, là, mais comme... Tu le loup-dou de l'Angleterre avec la longue barbe? Oui. Ouais. Comment il s'appelle? Beard Meats Food. Beard Meats Food, c'est bon. Puis comme... c'est sûr que ses habitudes alimentaires sont comme très différentes de la personne moyenne. Comme il va passer peut-être des fois 2-3 jours à littéralement rien manger pour se préparer pour comme un festin. Là, comme, mais c'est tu crazy, crées des ça. énormes troubles à ton corps en faisant ça. Oui, ça faut le souligner aussi. Comme c'est quand même une carrière c'est un choix de carrière qui est difficile. Là. C'est comme... il y a beaucoup de sacrifices à faire quand même. Quand on parle de sacrifices dans une compétition de mangeurs de hot dog. Non, mais pour vrai, comme faut réussir à en gérer et à il va pas les digérer. Je pense qu'il les vomit après. Là, comme tu gardes pas ça dans ton corps. Là. C'est pas possible. Je pense que t'as pas comme. Normalement, dans les challenges de mangeurs compétitionnels comme ça, il y a comme un certain intervalle où tu dois pas régurgiter quoi que ce soit, sinon comme ça compte pas. Invalide, là, mais en tout cas. Et après, tu vas faire une sacrée sieste, là. Le GOAT. Je pense pas que personne va s'astiner. Je pense pas que personne s'astine à cette heure sur le fait que Joey Chestnut est l'athlète par excellence de tous les temps. Je pense que c'est ancré. Il n'y a pas personne qui a gagné autant. Il n'y a pas personne qui a été aussi dominant. Son record est 76 d'ailleurs. Il était pas loin cette année. 5 hot dogs et demi. Mais, je pense qu'il est peut-être passé son prime aussi. Je sais pas à quel âge je suis prime. Je pense que personne sait parce que personne n'a essayé avant lui. Ouais. Il est pas jeune, Joey Chestnut, non, quand même. En tout cas, c'est... écoute, Chestnut qui, d'ailleurs, va certainement apparaître dans nos 3 étoiles de la semaine. C'est là où on est rendu. Pas dans mon cas. Oh! Écoute, Mathieu, tu sais que je suis un grand fan de tennis, donc... tu sais quoi, moi non plus, Phil? Oui, j'ai dû faire un petit clin d'œil à Wimbledon quand même, puis pour moi, c'était une entrée en matière réussie pour Victoria Mboko, qui... Absolument. Techniquement, n'avait pas ressorti des qualifications, mais avec un peu de chance, là, elle a eu justement cette entrée-là, dernière minute, là, en tant que lucky loser, et va successivement battre la 25e tête de série pour se rendre en deuxième ronde. Défaite en deuxième ronde, mais
content de voir qu'encore une fois, il y a de la relève dans le tennis canadien. Puis, c'est une joueuse que je vais continuer de suivre, qu'on continue de regarder. Côté féminin, là, même plus que côté masculin, on est à la recherche là, vraiment là, d'une renaissance, là, j'ai l'impression, avec Andreescu qui est un peu disparu de la map. Fernandez, c'est un peu douteux aussi. Donc, aime beaucoup potentiel quand même de son côté. OK. Et deuxième, Mathieu, tu sais que j'étais hystérique. Marine Cilic. Tu as donné... my God! Évidemment que tu pousses ta loque. Évidemment que j'ai donné l'étoile à Marine Cilic pour sa victoire en deuxième ronde. Certains diront que c'est juste une victoire en deuxième ronde, Mathieu. Moi, je vais dire que c'est le retour de Marine Cilic. Fait qu'on a Renaissance, Louis, c'est Renaissance, Marine Cilic. Parfait. Oui. Je suis correct avec ça. Oui. Ce qui laisse donc ta première position. En première position, c'est les Blue Jays de Toronto. Ils viennent de remporter 4 matchs consécutifs contre les Yankees. Il n'y a personne qui bat les Yankees 4 fois de suite. Et puis, de ce fait, vont prendre la première position aussi des mains des Yankees et se retrouvent là, bien postés pour participer aux séries éliminatoires. C'est encore on se calme, là. C'est encore très loin. C'est encore très loin. Mais plus les matchs avancent, plus ça regarde bien. Sauf qu'il ne faut pas basser du tout la cadence parce qu'il y a des équipes qui sont là et qui vont certainement aussi de se baisser dans le portrait. J'ai dit justement troisième dans mes 3 étoiles de la semaine, les Blue Jays. Aussi, gros shout-out à Vladdy Guerrero Jr. qui va être le partant au premier but pour le match des étoiles. Justement, on est à mi-saison du baseball, faut le mentionner. Côté baseball aussi, pour la première fois, j'en ai 2. Clayton Kershaw, son 3 millième retrait dans les ligues majeures, justement, je pense que c'était hier. C'est très impressionnant. 3000 retraits, Clayton Kershaw. Je n'ai pas entendu celle-là. Le gaucher, Et ça doit être haut dans la liste. J'ai oublié de checker. Ouais. Okay. Et premier sur ma liste, may he rest in peace, Diogo Jota, qui est malheureusement mort dans un accident de voiture. Un deuil qu'on va vivre pour tous les fans de soccer dans ce monde, l'attaquant portugais. C'est dommage, des accidents comme ça l'arrive malheureusement. Puis j'ai surtout aimé ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui se réunissent pour faire ce deuil-là de Diogo Jota. Puis je vais le lancer comme en première étoile de la semaine parce que des fois, il y a du monde qui le mérite pas mal plus que d'autres et Diogo Jota mérite notre support en ce moment et toute sa famille, etc. Mais sur ce, c'est ce qui termine. Oh, vas-y, non. Quiz pour terminer. Oh, Seigneur, OK. Wow, OK. Right. Clayton Kershaw, à quelle position tu penses qu'il figure 3e. Tous les temps? 20e. Hey! Et si. deux lanceurs actifs qui sont devant. Max Scherzer. Oui, correct. Justin Verlander. 11e position et 10e position, Justin Verlander. T'as ton quiz. J'aime pas tant le baseball en plus. C'est fort. non. Scherzer, c'est. Bravo. Un Blue Jay. Très fort. Mais bon, c'est ce qui termine ce 63e épisode de Dans les Gradins. À mon nom, c'est Landry. On a Philippe Girard et demande mon arrêt. On vous souhaite une merveilleuse fin de soirée. Je vous rappelle que vous pouvez tout réécouter ces épisodes version audio, bien sûr, sur Apple Podcasts et ou Spotify ou toute autre plateforme. Et bien sûr, à l'antenne de Rogers TV, à la chaîne 9 et 10 de votre côté régional. Sur ce, on se dit bon match!